Bienvenue sur Que des numéros 10 Agile, le podcast qui te livre tous les secrets pour bâtir une équipe qui ne démissionnera pas dans 6 mois. Je suis Christophe et mes invités sont des managers, des coachs, des leaders du monde agile. Avec eux, nous allons décrypter leur parcours, leur réussite et leur passion de bâtir des équipes performantes sans négliger l'humain. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. Vous en avez marre des rétrospectives de sprint ennuyeuses et inefficaces ? Découvrez Nitro, l'outil de rétrospective en ligne numéro 1 en France. Avec plus de 60 activités prêtes à l'emploi, vous allez enfin découvrir ce qu'est un moment d'équipe, ludique et efficace. En plus d'offrir la meilleure expérience de rétrospective, Nitro vous permet aussi de vérifier l'état santé de votre équipe et de mesurer l'impact des plans d'action à travers le temps. Nitro rassemble donc tout ce qu'il vous faut pour aider votre équipe à s'améliorer en continu. Aujourd'hui, Nitro est adopté par plus de 48 utilisateurs à travers le monde et compte parmi ses clients L'Oréal, Decathlon ou Leroy Merlin. Je vous invite donc à essayer Nitro gratuitement dès aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous sur le site nitro.io/fr. Ça s'écrit Nitro, N-E-A-T-R-O. Plus d'informations dans les ressources de l'épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Que des numéros 10 Agile. Je suis Christophe. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Jérémy Coenon. On va aller direct dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, Jérémy ? Bonjour Christophe, avec plaisir. Moi, je suis coach de dirigeants en leadership et communication et management. Donc, je coach des dirigeants, des directeurs et des managers, que ce soit en PME, en grands groupes comme Decathlon, Bayer, HSBC, ou en start-up, et ce, en France, en Angleterre, aux US, au Luxembourg. Voilà. Et je les coach sur tout ce qui est leadership, management et communication. Ok, merci Jérémy. Alors, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je souhaiterais étudier la notion de responsabilité. Est-ce que tu veux qu'on aille là-dedans, Jérémy ? Mais avec plaisir, ouais. La notion de responsabilité dans le leadership, ouais. Exactement. Déjà, pour toi, c'est quoi ta vision de la responsabilité dans le leadership ? Oui. Ce qui est assez intéressant pour travailler avec un certain nombre de clients, qui soient donc managers, directeurs ou dirigeants, c'est que je me suis aperçu qu'un des facteurs clés qui permettent l'adhésion d'un groupe et d'une équipe ou d'un collectif vers un projet, c'est la prise de responsabilité de la part du leader. Qu'est-ce que ça veut dire, la prise de responsabilité ? J'ai une petite histoire un peu pour illustrer ce sujet, si ça te dit. Ouais. J'ai eu l'occasion d'accompagner une cliente, donc qui était senior manager au départ, donc qui avait une équipe d'une dizaine de personnes et qui est passée directrice dans un grand groupe. Donc elle s'est retrouvée avec une quarantaine de personnes à manager. Et cette personne-là est partie en congé maternité. Et en fait, quand elle est rentrée, une partie des membres de son équipe ont dit, en fait, on veut plus travailler avec elle. Si elle revient à ce poste-là, on démissionne. Dur. Donc t'imagines un peu le retour, quoi. Heureusement, sa hiérarchie a dit non, on a confiance en toi, on sait ce que tu vaux, donc on va t'accompagner, on va faire en sorte que tu reviennes dans les meilleures conditions et on va te proposer de te coacher. En tout cas, de te faire coacher. Et donc, elle m'a choisi en tant que coach. Et ce qui est assez intéressant, c'est que donc forcément, quand tu reviens de congé mat en plus, donc t'as les hormones encore, tout ça, machin et tout. Elle était dans le dur total. Et donc, elle était en mode victime. Elle était là, mais on met un couteau dans le dos, c'est tous des salauds, machin et tout. Ce qui se comprend totalement. Et à la première séance, en fait, ce qui était assez intéressant, c'est que, à la première séance, elle me dit, en plus, on me donne du coaching, mais c'est juste pour me faire avaler la pilule parce que je suis une grosse naze, alors on me demande de me faire coacher. Et là, je l'ai regardée dans les yeux. Je la connaissais d'avant parce que j'avais eu l'occasion de la coacher avant. Et je l'ai regardée droit dans les yeux et je lui ai dit, écoute, si tu crois que le coaching, c'est pour les losers qui croient que le monde est contre eux, on n'a rien à faire ensemble. Le coaching, c'est Nadal, c'est Obama, c'est des grands leaders de ce monde, c'est des Steve Jobs, c'est des Larry Page, c'est des gens comme ça qui se font coacher. Le coaching, c'est pour des gens qui prennent leurs responsabilités et qui veulent s'améliorer. Donc, si tu crois qu'on t'a proposé du coaching juste pour te faire passer la pilule, tu dégages parce que je suis pas la bonne personne pour toi. Et ce qui était super intéressant, c'est qu'à ce moment-là, elle a tilté, elle a souri, et elle a fait bon, d'accord. Et là, je lui ai dit, OK, par contre, si on doit travailler ensemble, ça va être dur, ça va être compliqué. Donc, si t'es pas prête à ce que ce soit dur et ce soit compliqué, je préfère qu'on s'arrête tout de suite et que tu partes, quoi.
Et là, tac, ça rallumait la flamme du leader à l'intérieur d'elle. Et ce qui a été très intéressant, c'est que je lui ai dit, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter de se dire que les autres nous ont mis un couteau dans le dos et tout, et on va regarder les choses en face. Pourquoi les gens, ils voulaient pas que tu reviennes? Et là, elle a commencé à décider de voir la réalité en face et à prendre la responsabilité du fait qu'elle n'avait pas fait tout ce qu'il fallait bien avant de partir pour que les gens aient envie de la retrouver quand elle est rentrée. Et une des choses assez extraordinaires au long de ce coaching, ça s'est pas fait en une séance, mais c'est que, en fait, elle a décidé de prendre le courage de prendre sa responsabilité et de l'annoncer auprès des équipes, de dire, OK, j'ai merdé. OK, j'ai pas fait les choses comme il fallait. OK, j'avais pas compris ce que c'était qu'être manager ou directrice. Et aujourd'hui, j'ai envie de changer, j'ai envie de vous comprendre vos besoins pour mieux vous servir. Et en fait, en prenant la responsabilité de la merde et sans chercher à aller accuser, genre, pourquoi vous avez dit ça? Pourquoi vous m'avez mis un couteau dans le dos, machin et tout? Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'elle a récupéré en un temps record l'adhésion de la plupart des membres de son équipe, même des membres qui avaient une posture assez virulente vis-à-vis d'elle. Et du coup, elle s'est retrouvée avec une équipe plus soudée et qui fonctionnait mieux qu'avant son départ. Voilà pour moi ce que c'est une image de la responsabilité. C'est décider quand il y a un problème, de prendre 100% de sa responsabilité et en plus de l'annoncer auprès des gens avec qui on travaille. C'est super intéressant comment t'as anecdote, dans le sens où, justement, j'aimerais un peu creuser un peu là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, quand elle était absente? Du coup, elle a été remplacée par une autre personne, et c'était quelqu'un qui était un peu plus bienveillant, ou qui... Qu'est-ce qui s'est passé pour que le rejet soit fait directement quand elle est revenue? Je trouve qu'il nous manque une partie de l'histoire. Ouais, tout à fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a un syndrome chez un certain nombre de managers ou de directeurs. C'est ce que j'appelle le syndrome de l'expert. Et ça, c'est lié à typiquement notre culture managériale française. Tu sais, on a tendance à considérer le management comme une promotion. Donc, quelqu'un qui est doué dans ce qui est fait et donc qui va être un expert technique ou opérationnel dans ce qu'il fait. Ça peut être un ingénieur, mais peu importe. À un moment, on va lui dire, ah bah tiens, vu que t'es bon, on va te donner une promotion, tu vas passer manager. Et on va pas forcément lui expliquer que c'est un autre métier, on va pas forcément lui expliquer les clés, la posture et l'état d'esprit à avoir, et on va même pas lui expliquer ce que sont les vrais objectifs d'un manager. On va lui donner des objectifs de KPI chiffrés, de chiffre d'affaires ou de résultats à atteindre. On va pas lui expliquer que, en fait, son job, c'est de faire en sorte que l'équipe atteigne ses résultats et non pas que lui atteigne ses résultats en tapant sur l'équipe. Et en fait, cette directrice est restée dans ce syndrome un petit peu de l'expert. Et en plus, elle n'avait pas forcément la compréhension du fonctionnement des individus en fait dans le collectif. Et pour elle, en fait, elle travaillait avec tout le monde, elle communiquait avec tout le monde comme si elle communiquait avec elle-même. Sauf que ça marche pas, on parle pas tous la même langue. Forcément, ça a créé un peu des tensions, mais comme elle était assez jeune et tout, ces tensions, elles sont pas encore trop ressorties. Sauf que quand elle est partie en congé maternité, effectivement, elle s'est fait remplacer par quelqu'un qui avait beaucoup plus ce sens humain, ce sens de la communication et cette compréhension des différences de fonctionnement des uns et des autres et des besoins des uns et des autres. Donc forcément, là, il y a eu comparaison entre son fonctionnement à elle et le fonctionnement du remplaçant. Et typiquement, beaucoup de collaborateurs, en fait, qui se sentaient pas forcément bien avec son mode de fonctionnement à elle, ont dit, non, on veut plus d'elle. On veut un vrai manager qui sait comment on manage, quoi. C'est incroyable cette histoire-là. Et le remplaçant, il a participé au choix du remplaçant, ou elle le connaissait pas? C'est un remplaçant qui a été imposé par l'entreprise. Comment ça s'est passé? Non, elle avait pas participé au choix du remplaçant à ce moment-là. D'accord. Ok, donc là on sait pourquoi ça a shifté. Et du coup, ok, elle a changé de posture en prenant le coaching avec toi. Elle a fait combien de séances pour que les changements ont commencé à se voir? C'est comment tu t'es pris en fait La première étape, et là on l'a fait en coaching, mais finalement c'est la stratégie que devrait adopter finalement tout leader et finalement à chaque étape de son fonctionnement avec ses équipes et surtout quand il y a des problèmes en fait. La première étape, c'est d'abord une étape interne, c'est de considérer qu'on est 100% responsable, enfin qu'on a 100% de sa responsabilité dans le problème. Ça veut pas dire qu'on est 100% responsable de tout ce qui a causé le problème, mais par contre qu'on décide de se focaliser, de regarder et de parler de 100% de notre responsabilité à nous, en fait. Ça, c'est une décision interne qu'on fait qui nous permet de passer de notre mode victime ou de notre mode « Ah tiens, à l'extérieur, il y a des problèmes, il y a des trucs et tout », au mode leader, finalement,
où on décide de dire, OK, j'ai 100% de la responsabilité. Une fois que tu as pris cette posture-là, la deuxième étape, qui est une étape très difficile, c'est de décider d'en parler et de le reconnaître auprès des gens avec qui on travaille. Sauf que, et cette étape, elle fait très peur parce qu'elle nous met dans une posture un peu de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on décide de montrer qu'on a fait de la merde, qu'on s'est foiré et qu'on est la source du problème. Parce que si on prend 100% de la responsabilité, ça veut dire qu'on décide de dire qu'on est la source du problème. Typiquement, je sais pas, une communication qui est mal passée et tout, un manager qui arrive et qui dit « Ah, vous avez rien compris », là, il est en mode victime. S'il arrive et qu'il dit « Je suis désolé, j'ai du mal à m'exprimer, c'est pour ça que la communication n'est pas passée et que vous n'avez pas pu faire les choses ». Quand tu fais ça, en tant que manager, c'est ultra flippant parce que ça veut dire que tu prends 100% de la responsabilité et que du coup, dans ton inconscient, tu te dis « Ah, mais c'est moi qui ai merdé, donc on va me juger sur le fait que j'ai merdé ». Donc ça demande énormément de courage. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, de manière paradoxale, ça crée exactement l'inverse de dont le cerveau a peur. Le cerveau, il a peur d'être jugé sur le fait qu'on a fait une erreur. Sauf qu'en fait, quand on prend la responsabilité du problème, ce dont on s'aperçoit pas au début, c'est qu'on décharge l'équipe de la responsabilité du problème. Et en fait, l'équipe, du coup, se sent en sécurité psychologique. Et je sais pas si tu as entendu parler du projet Aristote de Google qui avait fait une étude pendant plusieurs années sur quels sont les éléments principaux qui font qu'une équipe fonctionne ou pas. Et le premier élément qui fait qu'une équipe performe et surperforme, c'est la sécurité psychologique. Et donc, en décidant de prendre cette responsabilité de la merde, on crée de la sécurité psychologique auprès de l'équipe. Il y a un deuxième truc contre-intuitif que ça fait, c'est que si tu te mets dans une position un petit peu de c'est moi qui ai fait de la merde et je le reconnais, les gens, ils ont envie de te soutenir. Et donc, ils vont commencer à dire, mais non, mais on a fait de la merde, nous aussi. On va y arriver ensemble. Et là, tu crées un espèce d'esprit d'équipe et de cohésion en ayant décidé de prendre la responsabilité. Ah, t'es trop fort, Jérémy. T'es trop fort, Jérémy, parce que tu viens de résumer les anciens épisodes du podcast. Donc, le premier épisode, on avait parlé avec Anise, une coach pro comme toi, de sécurité psychologique. Après, on avait parlé de droit à l'erreur. Ah, là, tu facilites mon travail, en fait. Donc, courez écouter les anciens épisodes du podcast pour tous ces thèmes qui ont été abordés. Mais c'est génial ça, ce que tu racontes, Jérémy. Et du coup, comment elle a fait pour présenter un peu sa vulnérabilité et dire que bon, ok, j'ai merdé sur ce sujet-là. Elle a fait quoi? Parce que tu m'as dit que c'est une équipe de 40 personnes. Elle les a tous réunis ou elle les a réunis un par un ou comment elle a fait ça? Il y a un truc qui, je pense, est assez important à comprendre quand on manage une équipe, voire même quand on dirige une grande équipe. Il y a un chiffre qui ressort d'études, c'est que en termes de management direct, c'est assez efficace jusqu'à, je sais pas, à peu près 8 personnes. Bon, grosso modo. Ça veut dire qu'au-delà de 8 personnes, c'est compliqué d'avoir du management direct. Donc pour moi, et attention, ça n'est que ma vision des choses, mais tu as différentes phases de communication. Si tu veux diffuser un message, une information, tu peux faire une grand-messe, tu vois, et diffuser une information à 40 personnes, à 100 personnes, à 200 personnes, machin et tout. Par contre, si tu veux avancer sur des sujets, il faut aller travailler en petits groupes, tu vois. Et donc, peut-être, par exemple, avec les petits groupes de 8 personnes, machin. Et enfin, si tu veux traiter des problèmes, et notamment des problèmes relationnels, la première chose à faire, c'est de le faire en individuel. Et ensuite, tu le fais en groupe, tu vois. Et donc, la première chose qu'elle a été faire, c'est pas de réunir tout le monde. Elle a été voir les personnes une par une, et notamment les personnes avec qui ça clashait, en fait. Et elle a été présenter ses excuses. Clairement, elle a dit je suis désolé si tu t'es senti comme ça, j'ai merdé, je t'ai pas apporté ce dont tu avais besoin. Sache que voilà, j'en suis désolé et aujourd'hui, et là pont vers le futur. Aujourd'hui, mon objectif c'est qu'on fasse ce qu'il faut pour que ça se passe bien et pour que tu puisses avoir tout ce qu'il faut pour travailler efficacement et qu'en plus, on n'a pas besoin d'être meilleurs amis, mais que ça puisse bien se passer pour que tu te sentes bien au travail. Et là, elle a fait finalement quelque chose. Il y a une phrase que je dis, tous mes clients, ils la connaissent parfaitement puisque je leur fais répéter à chaque séance. Cette phrase, c'est celui qui lead, c'est celui qui pose les bonnes questions. Parce que tu comprends que une des manières d'influencer, d'avoir le plus d'informations et de mieux orienter les gens, c'est pas de dire des informations, de dire ce que tu sais, c'est de poser des questions. Et là, du coup, une fois qu'elle s'est excusée et qu'elle a dit, mon objectif, c'est que ça se passe bien, elle a commencé à poser des questions. C'est, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça se passe bien? De quoi tu as besoin pour que ça se passe bien? Comment je peux t'aider au mieux? Et vraiment, elle s'est mise dans une posture, entre guillemets, de coach, où elle a commencé, plutôt que de
poser des affirmations, des ordres ou des directives, à poser des questions. Et ça a été game changer pour elle. Elle s'est rendue compte de l'impact des questions et du fait que être manager, c'est bien plus poser des questions que donner des ordres ou des affirmations. Ouais, elle a posé des questions, elle a un peu demandé du feedback. Et les personnes, en fait, les personnes, ils ont été déstabilisées, non? Enfin, elle était manager de cette équipe depuis longtemps. J'essaie de me mettre à leur place. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? En réalité, c'est exactement ça. Ouais. En coaching, on appelle ça un état séparateur. C'est-à-dire que si tu veux permettre à une personne de changer, typiquement, tu vois, bon là, je te donne un exemple qui a rien à voir avec le pro, mais quand tu as une personne qui arrive, par exemple, j'ai l'occasion de faire du coaching de vie aussi, donc j'ai des personnes qui viennent et qui se sentent pas bien, tu vois, parce qu'elles ont vécu une difficulté dans leur vie ou dans un truc comme ça, et qu'elles peuvent, voilà, être affectées émotionnellement par cette difficulté. Donc elles viennent me voir, et puis quand elles commencent et qu'elles arrivent en séance, elles sont là, oh, ça va pas bien, machin et tout. Sauf que dans cet état-là, tu peux pas aider une personne à changer parce qu'elle est dans un état, voilà, pas ressource. Et là, en fait, ce dont tu as besoin, c'est de créer une espèce de disruption dans son cerveau. C'est ce qu'on appelle en PNL, programmation neurolinguistique pour ceux qui sont intéressés, un état séparateur. Et là, il faut faire un truc auquel la personne ne s'attend pas du tout. Donc, typiquement, par exemple, quand une personne vient me dire, oh, ça va pas bien et tout, je lui dis, c'est quoi la marque de tes chaussettes? Et là, la personne, en fait, elle bloque parce qu'elle s'attend pas du tout à ce que je lui demande ça, en fait. Et ça fait une espèce de disruption dans le cerveau, un reset. Et là, derrière, je peux lui poser les bonnes questions et là, qui vont l'emmener à trouver des solutions. Et en fait, quand cette directrice, elle est arrivée et qu'elle a fait le one-to-one, tu vois, donc, les gens s'attendaient à ce que soit elle essaye de se défendre, soit elle essaye de remettre la faute, machin et tout. Donc, dans leur cerveau, c'était tracé ce qui allait se passer. Et donc, ils savaient comment ils allaient répondre. Et là, elle commence en disant, je suis désolé, j'ai merdé. Et là, disruption dans le cerveau. État séparateur. Ils s'attendaient pas à ça. Et donc, il y a une espèce de sidération qui se passe. Et les gens savent plus comment réagir. Et donc, ça fait comme une page blanche sur laquelle tu peux réécrire l'histoire ou le scénario. Et là, c'est pour ça que juste après ça, elle dit, mon objectif, elle pose la vision. Mon objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse bien travailler ensemble, que tu puisses être dans les meilleures dispositions pour avancer sur tes projets et que je puisse vraiment être en support de toi. Et là, en fait, bam, tu réécris la feuille et derrière, boum, tu remets la personne dans une dynamique un petit peu ressource en la mettant acteur et responsable, en lui posant la question, de quoi tu as besoin, comment ça devrait se passer pour que ça se passe bien. Et tout ça part de la prise de la responsabilité. Peut-être que pour illustrer ça, si tu veux, j'ai un deuxième exemple avec un client qui est dirigeant d'une boîte et qui s'est retrouvé à être en sous-effectif parce que départ de certains collaborateurs, de managers et tout. Et donc, il était en galère parce qu'il avait toute une branche de sa boîte où il avait plus de manager et où il devait faire avancer le truc, mais sans manager. Donc, il devait s'en occuper. Et il vient me voir et il était mal parce qu'il disait, mais je suis en galère, je vais être complètement surchargé, machin et tout. Comment je peux faire? Comment je peux m'en sortir sans me mettre en... De toute façon, je peux pas mettre en arrêt maladie vu que je suis dirigeant. Donc, et ce qui est assez intéressant, c'est que il s'est aperçu que, en fait, être dirigeant, c'est emmener un collectif vers un projet. Mais ça veut dire que c'est travailler avec un collectif. Et je lui ai permis de se rendre compte que s'il voulait avancer, il fallait qu'il avance avec le collectif. Et du coup, qu'il puisse demander au collectif de l'aide. Tu vois, même s'il manquait de manager, justement, vu qu'il manquait du monde, il fallait que tout le monde puisse se relever les manches et dire, on va y arriver ensemble. Il me disait, oui, mais j'ai pas été là pendant un certain temps et tout. Et du coup, si je leur demande de l'aide comme ça, ils risquent de mal le prendre en me disant, t'as pas été là, machin et tout. Et là, pareil. Je dis, on peut peut-être faire un truc. Tu peux peut-être prendre la responsabilité des difficultés qui se sont passées ces derniers mois et leur annoncer et leur expliquer. Et du coup, pareil, il m'a dit, quoi? Tu voudrais que je leur dise que c'est moi qui ai fait de la merde, machin et tout? Exactement. Et en fait, de la même façon, de manière contre-intuitive, enfin, il a accepté de le faire et il est allé voir les équipes et il leur a dit, écoutez, je sais que je vous ai laissé un petit peu seul ces derniers temps, machin et tout. Certes, il y a des problèmes de management, mais je vais pas me chercher d'excuses. J'ai merdé, j'ai pas été là pour vous et je suis désolé pour ça. Et là, boum, encore une fois, disruption, les équipes s'attendaient pas à ça. D'ailleurs, il a dit, mais en plus, je suis encore en galère parce qu'on manque de managers
et tout seul je m'en sortirai pas. Et là, comme il avait dit le j'ai merdé et j'ai pas été bon, et comme en plus il demande de l'aide, là, adhésion extraordinaire de la part de ses équipes, qu'on dit, attends, on va y arriver, on va trouver une solution ensemble, et boum. Et donc ça lui a permis de décharger de ses épaules le poids de la responsabilité de faire avancer le truc. En prenant la responsabilité de la merde, il a déchargé la responsabilité du succès sur l'ensemble de l'équipe et il a augmenté son potentiel de réussite pour la suite. Ouais, il a récupéré l'adhésion des équipes. Et le rôle d'un leader, en fait, c'est de former d'autres leaders. Et c'est comme ça qu'il a déchargé un peu sa charge mentale et ses peurs pour un peu partager les responsabilités sur les objectifs à atteindre. Et c'est des équipes de combien de personnes pour ce manager-là? Pour ce manager-là, ouais, c'était pareil. Il avait plusieurs équipes, mais il devait y avoir en tout entre 50 et 60 personnes. Peut-être un peu plus, mais ouais. Ça a pris combien de temps ces changements? Parce que même si on va se dire les choses, quand t'as un dirigeant du jour au lendemain, il devient vulnérable, il fait part de ses erreurs. C'est obligé, il y a des personnes, ils vont se dire, mais il essaie de nous arnaquer, il y a un truc, enfin non? Il y avait eu un moment où les gens étaient méfiants en fait? Ce qui est assez intéressant, c'est que, et c'est pour ça que, tu sais, je disais, quand tu règles un problème, tu le règles d'abord en one-to-one, en fait. Parce qu'effectivement, si tu partages tes erreurs comme ça à un collectif, les gens dans le collectif, ils vont se dire, ah tiens, il s'adresse à un collectif, donc il est en train d'essayer de nous faire de l'esbrouf, quoi. Quand t'es en one-to-one, que t'es les deux dans le bureau, que tu te regardes dans les yeux, et quand t'es le manager ou le directeur, tu trembles, soit intérieurement, soit extérieurement, parce que tu sais que tu vas dire que tu viens de faire de la merde. En fait, le truc, c'est que là, t'es en pleine authenticité. Et c'est plus compliqué pour l'autre personne de se dire il est en train de m'arnaquer. Ce qui est possible, par contre, c'est qu'ils disent, OK, il est authentique, très bien, j'entends qu'il reconnaisse qu'il a fait de la merde. Maintenant, je veux des preuves que ça va changer. Ça, c'est possible, tu vois. Mais sur du one-to-one, c'est compliqué de se dire, non, il est pas authentique, il est pas authentique. Ou alors, dans ce cas-là, ça peut arriver, mais ça veut dire que la relation, elle est complètement cassée et que dans ce cas-là, il y a plus de volonté de la part du collaborateur, en fait, de travailler dans cette équipe, en fait. Moi, ça m'est déjà arrivé en tant que salarié, en tant que fonctionnaire, et la relation était totalement cassée, mais j'avais fait mon choix, en fait, j'avais plus envie de travailler avec ce manager. Et dans ce cas-là, c'est un autre sujet. En fait, le manager pu faire grand chose et il fallait que je parte, quoi. Donc, en l'occurrence, là, c'est moi qui avais pris la responsabilité de partir. Mais si je l'avais pas pris, dans l'idéal, il aurait fallu qu'on me fasse partir parce que j'étais plus à ma place. Ça marche, Jérémy? Est-ce que tu as des choses qu'on a oublié de dire ou que tu voudrais ajouter? Ce qui est assez intéressant, c'est que, tu vois, on peut juste, pour nos auditeurs, même si tout le monde n'est pas manager ou directeur, on peut élargir cette notion de responsabilité, on va dire, à d'autres aspects de la vie. C'est assez marrant parce que, et je vais prendre un exemple, par exemple, quand avec ma compagne, on n'est pas d'accord sur un truc et qu'on s'embrouille, ça arrive, tu sais, d'autant plus si t'es fatigué un peu, machin et tout. Ce qui est assez intéressant, c'est que tu t'aperçois que on fait un jeu presque. Quand on s'embrouille, qu'on n'est pas d'accord, c'est le premier qui va dire à l'autre, excuse-moi, j'ai merdé, quoi. C'était pas mon intention, je suis désolé, j'ai fait de la merde, quoi. Ce qui est assez intéressant, c'est que cette notion de prise de responsabilité, de dire j'ai merdé, elle marche dans l'ensemble des relations qu'on peut avoir, que ce soit en couple, que ce soit avec nos amis, que ce soit avec notre famille. Le leadership s'arrête pas aux quatre murs du bureau et on peut vraiment s'amuser à utiliser, enfin s'amuser et puis voir les résultats d'utiliser cette prise de responsabilité en disant OK, je suis responsable, j'ai pas fait ce qu'il fallait, maintenant j'ai envie d'avancer, comment on peut faire pour avancer. Et même tu vois pour les directeurs ou les managers qui osent pas forcément commencer à le faire avec leurs équipes parce que ça demande énormément de courage, tu peux t'entraîner à le faire finalement avec ton conjoint ou ta conjointe ou avec un ami ou un truc comme ça. Donc si je pouvais finir là-dessus, c'est élargir cette notion de responsabilité en disant testez dans n'importe lesquelles de vos relations, vous verrez le pouvoir que ça a sur votre capacité à créer du lien et à permettre d'avancer ensemble dans le même sens. Eh bien, Jérémy, t'as été parfait. On va basculer direct dans la deuxième partie du podcast, qui est une des parties préférées des auditeurs. On va partir un peu plus des questions un peu plus perso. Généralement, je coince jamais les gens. Donc, on va y aller direct, Jérémy. Si une journée te faisait plus de 24 heures, qu'est-ce que tu ferais, Jérémy? Peut-être que je ferais un tout petit peu plus de sport actuellement.
aujourd'hui, je suis papa d'une petite fille qui a 1 an et demi. Forcément, ça prend un peu plus de temps. Et donc, j'ai entre le travail et mon rôle de papa et de conjoint, j'ai quand même moins de temps pour le sport. Et c'est vrai que si les journées faisaient plus de 24 heures et que j'avais plus de temps, j'irais un peu plus souvent en montagne et un peu plus surfer, pour être tout à fait honnête avec toi. Et justement, tu me tends la perche. Quel est le voyage qui t'a le plus marqué? Mais je crois que le voyage qui m'a le plus marqué, c'est un voyage que j'ai commencé en octobre 2016 et qui s'est fini en septembre 2017 et où il s'est passé des choses assez extraordinaires. Je pense pouvoir dire même complètement extraordinaires. Ah là là, il va falloir que tu détailles là. Ok, ça pourra même expliquer pourquoi je suis devenu coach. Parce que pour faire le long story short, comme on dit, en fait, au départ, je suis fonctionnaire, je suis ingénieur agricole, donc rien à voir avec le coaching. J'ai travaillé pendant 10 ans dans la gestion des milieux naturels avec les agriculteurs et les élus. Et en 2016, donc juste avant de partir en voyage, j'ai ma collègue qui était directrice qui part en congé maternité et qui me dit, bah tiens, remplace-moi le temps du congé maternité. Tu verras, c'est simple, il n'y a rien à faire. Et même si tout se passait bien dans l'équipe, c'était une toute petite équipe, je me suis aperçu qu'il y avait tout à faire en termes de potentiel. Et donc en 9 mois, on est passé de 4 à 8 personnes et on a doublé les projets, doublé les budgets. Et là, je me suis rendu compte que j'étais passionné de management et de communication. Et quand ma directrice est rentrée de congé mat, je me voyais pas reprendre mon boulot d'ingénieur. Et c'est là que j'ai décidé de partir en voyage. Donc je suis parti en octobre 2016, aller simple Paris-Katmandou pour aller faire de la montagne, aller dans les Himalayas. Et puis j'ai vadrouillé un peu partout en Asie du Sud-Est jusqu'à finir en Inde et dans la partie nord de l'Inde qu'on appelle le Ladakh, où il y a de la montagne, où j'ai eu l'occasion de rencontrer le Dalai Lama en public teaching, ce qui est déjà extraordinaire en soi. Et à ce moment-là, j'ai décidé de traverser à pied les Himalayas pendant 600 kilomètres, sans tente, en solo. Et donc ça a été une aventure extraordinaire de 23 jours à rencontrer des bergers qui faisaient de la transhumance, à passer des cols à plus de 5000 en taillant des marches à la hache dans les glaciers avec les bergers. Et j'ai fini ce périple à Rishikesh, où je voulais faire une formation de prof de yoga parce que je trouvais ça cool comme reconversion. Et où ça s'est pas passé comme prévu puisque 2 charmants Indiens m'ont offert du thé dans la rue et m'ont fait accepter de les suivre sur une sombre histoire de transfert de bijoux entre l'Inde et la France. Et là, ils m'ont fait croire qu'on a transféré les bijoux et ils m'ont fait croire que la douane me recherchait parce qu'on venait de faire quelque chose d'illégal. Non. Et que du coup, j'allais finir en prison parce que j'étais recherché par la douane parce que j'avais fini quelque chose d'illégal et que un petit blanc dans une prison indienne, ça se fait violer et massacrer. Et donc on est parti en cavale au fin fond du Rajasthan pour s'échapper de cette fameuse douane. Tout ça n'était qu'une arnaque, hein. Et les 2 gars étaient là. J'avais tout le temps quelqu'un avec moi, 24 heures sur 24. Il y avait quelqu'un qui dormait avec moi pour m'empêcher de réfléchir, tu vois, et me maintenir dans l'arnaque. Et le deal, c'était, bah voilà, nous on a soudoyé la douane, on a déjà filé 50 000 balles. Combien t'as sur ton compte en banque pour qu'on continue à soudoyer la douane pour te donner une chance de rentrer en France en sécurité? Et donc là, c'est ta vie versus ton compte en banque. Donc j'ai 20 000. Et donc là, on s'est organisé pour virer les 20 000 euros. Et une fois que j'ai fait le virement, ils m'ont renvoyé en avion. Ils t'ont quand même payé le billet d'avion. Heureusement, ouais. Avec 20 000 balles, ils pouvaient me payer le billet d'avion, hein. Ils auraient pu te laisser sur place. Oui et non, parce que je pense que ils avaient tout intérêt à ce que je parte le plus loin possible pour pouvoir disparaître et que entre guillemets, que je me réveille pas et que j'aille pas direct voir la police. Et ils m'ont, pour te le faire, en gros, je me suis retrouvé pendant 1 semaine dans Paris en mode SDF, alors que j'avais ma famille à 30 kilomètres d'ici. Mais ils m'avaient dit, surtout, va pas voir ta famille, t'es recherché, tu te rends pas compte le mal que tu leur ferais. Ils m'ont versé de l'argent par Western Union pour que je puisse payer des auberges de jeunesse. Et pendant 1 semaine, je passais mon temps à attendre parce qu'ils me disaient mais on est en train de voir avec la douane pour régler le problème et puis on pourra te rendre ton argent comme ça machin et tout, donc attends. Donc là j'ai attendu et erré pendant 1 semaine dans Paris jusqu'à ce qu'au bout d'1 semaine je leur dise mais j'en peux plus et tout. Et là ils m'ont dit bah attends, t'es censé rentrer de ton voyage dans 1 mois, ce qu'on va faire c'est qu'on te paye un billet d'avion pour où tu veux, à part le Népal, le Sri Lanka et l'Inde parce que t'es recherché.
et comme ça, tu repars en voyage, on va te virer de l'argent et tu rentreras dans un mois et tu feras comme si de rien n'était, comme ça, tu feras pas de mal à personne. Où est-ce que tu veux aller? Et là, du coup, ma copine de l'époque était allée en Thaïlande, donc je m'étais dit, je vais aller en Thaïlande faire du yoga, parce que quitte à mourir, autant mourir en faisant du yoga. Je suis reparti en Thaïlande, Paris-Bangkok. Pendant une semaine, j'ai vécu avec 3 euros par jour en Thaïlande. En attendant, pareil, ils m'ont pas viré l'argent. Et là, au bout d'une semaine, je dormais plus et je me suis dit, c'est soit tu crèves là, soit tu te fais aider. Et donc là, j'ai appelé mon père pour lui dire, je suis pas en Inde, je suis en Thaïlande et j'ai plus de thunes. Je suis recherché par les flics. Paye-moi un billet d'avion Bangkok-Paris, j'ai besoin de ton aide. Je suis rentré. Il m'a fallu encore 2 semaines pour me rendre compte que c'était qu'une énorme arnaque. Et à ce moment-là, quand je me suis rendu compte que c'était une arnaque, il se passe 2 choses. D'un côté, t'es libéré parce que t'es plus un brigand, t'es plus recherché par la police, c'était qu'une arnaque, quoi. Et d'un autre côté, t'as ton cerveau qui commence à prendre le relais et qui commence à dire, mais t'es qu'un gros pigeon, pourquoi tu t'es fait avoir, pourquoi t'as accepté ça, t'es qu'un salaud, machin et tout. Et là, sombré. Et là, j'ai vraiment sombré dans le dur. C'était en octobre 2017 jusqu'à décembre 2017, avec des angoisses, des insomnies et vraiment un état dépressif qui s'installait, quoi. Et des pensées noires, alors que j'étais vraiment, je suis quelqu'un d'optimiste à la base, tu vois. Et là, j'allais vraiment dans le fond. Et à un moment, je me disais, tu souffres trop. Alors que factuellement, j'étais rentré, j'avais ma famille, mes amis, j'avais juste plus de thunes, mais j'avais retrouvé mon boulot. Il n'y a pas de problème, tu vois. Mais c'était dans mon cerveau que tout se jouait. Ouais, et t'as pas réussi à partager tout ça. Enfin, t'arrivais pas à en parler, non? T'arrivais quand même à en parler? Ben, j'en parlais à pas grand monde et les seuls qui étaient au courant, c'est ma famille. Mais voilà, ils me disaient, reprends la vie, reprends le cours de la vie, tout va aller bien. Mais sauf que dans mon cerveau, j'allais tellement mal que je me disais, non, tout va pas aller bien, je dors plus, je suis foutu, je suis ruiné. Et le cerveau, à ce moment-là, et les gens qui ont vécu un traumatisme ou qui ont des phobies vivent la même chose. Le cerveau, il fait un biais de généralisation. Quand tu as eu un problème, par exemple, tu vois, si tu t'es fait mordre par un chien un jour, ton cerveau, il va généraliser. Il va, au lieu de se dire, je me suis fait mordre par ce chien, donc il faut que je fasse attention à ce chien-là, il va généraliser parce que c'est plus simple pour lui et il va dire, les chiens sont dangereux. Et puis ensuite, il va dire, tous les chiens sont dangereux. Et puis parfois, il va même dire, les animaux sont dangereux. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec une phobie. Et sur un traumatisme, c'est exactement pareil. Tu te prends un trauma à un instant et puis ton cerveau, il commence à généraliser. J'ai plus d'argent. J'aurai plus d'argent de ma vie. Je vais finir SDF. Puis tant qu'à finir SDF, ma vie sera foutue et je serai jamais en couple. Et puis je redormirai jamais. Et là, tu te mets en fait dans ces pensées noires. Et en plus, comme tu es émotionnellement très touché à ces moments-là, les pensées, elles restent et elles tournent en boucle. Et c'est là qu'à un moment, là, je faisais du yoga, de la méditation, je me disais, je vais m'en sortir comme ça. Sauf que là, à ce moment-là, je me suis aperçu d'une chose. Se brosser les dents tous les jours, c'est important. Mais si tu as une carie, ça sert à rien. Il faut aller voir un dentiste. Et c'est là que je me suis dit, ok, c'est soit tu vas en montagne et tu sautes et t'arrêtes, soit tu te fais aider. Et j'ai choisi l'option 2. Et donc là, j'ai cherché et je suis tombé sur une hypnothérapeute qui m'a aidé à retrouver le sommeil un petit peu et qui m'a parlé de programmation neurolinguistique, de PNL, et qui m'a dit, tu devrais aller voir sur Google, ça devrait t'intéresser. Et je suis allé voir sur Google et effectivement, je me suis dit, ça pourrait m'aider pour m'en sortir. Et j'ai commencé à aller sur YouTube et à prendre des séances de PNL, puis à les appliquer sur moi, tu vois, genre gestion, traumatisme, PNL, ou dissociation, traumatisme, PNL, machin, et je le faisais. Et au bout de quelques semaines, ça m'a permis en fait de transformer l'histoire que je me racontais de ma vie est foutue à cause de ça à et si c'était une opportunité. Et j'avais pas encore la réponse, mais j'avais la bonne question. Et là, en fait, ça a switché à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, mais c'est ouf ce truc. Et là, j'ai commencé à prendre les tutos de PNL les uns après les autres sur YouTube, à tout scripter et aller voir mes potes et dire, qu'est-ce que vous voulez les gars? Vous voulez arrêter de fumer, gérer telle phobie des araignées, retrouver confiance en vous, parler en public, dites-moi ce que vous voulez, on va tester. Et en fait, de fil en aiguille, les potes en ont parlé à des potes, qu'on en parlait à des potes. Puis au début, on me payait en bouteille de vin, en boîte de pâté. Puis un jour, t'en as un qui te dit combien je te dois, et puis tu dis donne-moi ce que tu veux. Et puis petit à petit, tu fais 100, 200, 300, 500 euros par mois. Et puis là, je me suis dit en août 2019, il faut que je régularise ça. Donc
je me suis mis à temps partiel dans la structure dans laquelle j'étais et j'ai ouvert mon statut d'auto-entrepreneur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être coach, et à l'époque coach de vie. Et donc là, je coachais des sportifs, des enfants, des couples, des entrepreneurs, tout ce que je trouvais en fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est que au fur et à mesure, en parallèle, tu sais, dans la structure que j'avais réintégrée, je voyais mes collaborateurs, et puis on était nombreux parce que la structure dans laquelle j'étais, il y avait 1300 collaborateurs à ce moment-là. Et je voyais mes collègues qui souffraient à cause de problèmes de management. Et c'est là que je me suis dit, mais quand t'aides un sportif, c'est cool, t'aides une personne, éventuellement son entourage. Mais si t'aides un manager à devenir bon ou un directeur à devenir bon, t'aides 10, 100, 1000 personnes. Et c'est là que je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Je veux coacher des managers et des directeurs à devenir vraiment bons dans ce qu'ils font pour que ça aide plein de monde. Et c'est là que j'ai commencé à travailler avec des managers, des directeurs, des dirigeants. Et quand je vois aujourd'hui cette directrice dont on a parlé tout à l'heure, je vois aujourd'hui les retours de son équipe qui disent merci pour tout ce que tu as mis en place, merci pour les changements que tu as fait. Franchement, c'est trop cool. On se sent bien et on a envie d'avancer. Je sais pourquoi je fais ce que je fais et je sais pourquoi j'ai vécu ce que j'ai vécu. Eh ben dis donc, ça m'a retourné l'estomac. C'est ce qu'on dit, hein. Ne jamais blâmer une contrariété. Là, c'était même pas une contrariété que t'avais, t'es parti de trop loin en fait. T'es descendu trop bas et ouais, t'as quand même retrouvé la force de te relever. Et le truc important, c'est que tu t'es relevé, mais en plus, t'as retrouvé la lumière et t'as retrouvé une autre passion en fait, et tout simplement un nouveau métier. C'est fort, hein. En fait, ton histoire, pour être honnête avec toi, j'ai un peu lu, hein, vu que je te suis sur LinkedIn et sur les réseaux depuis un moment. Mais le fait que t'en parles à l'oral comme ça, je perds un peu mes moyens parce que ça m'a vraiment pris au trip. Et ouais, c'est chaud. Mais juste une question, hein. Du coup, t'as pas fait appel à une psychologue ou... C'est une bonne question. En fait, quand tu t'es dit, je vais chercher... T'as pris quoi? Une hypno... J'ai pas compris le mot. C'était quoi la personne qui... Hypnothérapeute. Je l'ai pas trouvé de suite. En fait, j'ai cherché. Je suis allé en centre médico-psychologique. J'ai été voir des médecins. J'ai commencé, à voir psychologue. Et en fait, ça me convenait pas. Tu vois, les approches. C'est pas que c'était nul ou quoi, hein, mais c'est que c'était pas forcément ce dont je ressentais que j'avais besoin, en fait. Et j'ai même vu un hypnothérapeute avant de voir cet hypnothérapeute-là, et son approche à lui, ça me convenait pas, ça faisait pas effet. Il y a peut-être ça, et il y a peut-être j'étais pas prêt aussi, tu vois. Et en fait, quand on m'a dit, tiens, tu devrais aller voir cette personne-là, elle est plutôt douée, et elle fait quand même des belles choses et tout. Et quand je suis allé la voir, peut-être que j'étais plus prêt, peut-être que ça me convenait mieux sa façon de faire, mais toujours est-il que c'est avec elle que ça a fonctionné, et c'est assez intéressant parce que elle m'a fait la séance, et pendant 2, 3, 4 jours après, il s'est rien passé. Je dormais toujours aussi mal. Au début, moi, ce qui me préoccupait le plus, c'était les insomnies, en fait. D'accord, c'était les insomnies que tu voulais... Ouais. Okay. Et parce que moi, j'avais jamais vécu de problème d'insomnie. Donc, pour moi, c'était vraiment, vraiment grave. Et tu sais, on dit toujours, faut pas aller sur Doctissimo quand ça va mal. Et je savais qu'il fallait pas y aller. Et puis, j'y allais. Et puis, je regardais risque, insomnie. Et puis, Doctissimo t'envoie des trucs de ouf. Et puis, sauf que on aurait dû me dire un autre truc. On aurait dû me dire, aujourd'hui, je connais quelques personnes qui font de la course au large, tu sais, des tours du monde en bateau. Ces gens-là, ils dorment par batch de 8, 10 à 20 minutes par, toutes les 4 heures ou 6 heures. Donc, pendant 30, 40, 80 jours, en fait, ils dorment 2 heures, 3 heures par jour, quoi. Et ils dorment même pas d'affilée, quoi. Ces gens-là, ils vont très bien. Et en vrai, l'insomnie comme ça, surtout quand elle arrive comme ça, n'est pas vraiment un problème. Le vrai problème, c'est toutes les pensées qu'il y a derrière et les ruminations et ce que tu crées. Et mais bref, je suis allé la voir et ça a pas fonctionné au début. Puis je lui ai envoyé un message, je lui ai dit je suis désolé, je pense que ça fonctionne pas, machin et tout. Donc j'étais encore dans cette optique. Et puis au bout de 4, 5 jours, 6 jours, en fait ça a commencé à faire effet, à s'améliorer. Et c'est là que je me suis dit, il y a une lumière, il y a peut-être une solution, on va peut-être s'en sortir. Donc je suis allé la revoir. On a travaillé sur la gestion du traumatisme en soi. Et c'est là qu'elle m'a parlé de PNL. Elle m'a dit, t'es quelqu'un de kinesthésique. Bon, c'est un terme de PNL. Tiens, va voir, tu verras, ça devrait t'intéresser. Donc voilà, je suis allé voir des psychologues, mais peut-être que c'était pas le bon moment ou peut-être pas la bonne approche pour moi. Mmh. Eh bien, bravo à toi, hein, d'être revenu dans la lumière. Et il y a peut-être un truc que
je trouve important à partager et que m'a appris finalement cette expérience et qui me sert énormément en coaching aujourd'hui, c'est que, en fait, je me suis aperçu d'une chose qui est devenue vraiment une croyance très forte pour moi, c'est que, quelles que soient finalement les difficultés que tu vis, derrière chaque difficulté, si tu sais la traverser ou si tu arrives à la traverser, se trouve un cadeau à la hauteur de la difficulté que tu as traversée. Donc ça veut même dire que plus tu vis des difficultés fortes, plus le cadeau derrière peut être grand pour toi et pour ta contribution au monde. Et du coup, j'ai eu l'occasion de l'expérimenter, donc j'y crois vraiment. Et je trouve que c'est assez extraordinaire pour moi et pour mon métier, que ce soit en coaching de vie et aujourd'hui même avec des leaders. Tu sais, quand cette directrice est arrivée un peu effondrée, machin et tout, je savais qu'elle souffrait et je savais que c'était injuste parce que même s'il y a une part de responsabilité de sa part, il y avait aussi toute une part environnementale, une part de membres dans l'équipe qui était peut-être un peu toxique, machin et tout. C'était pas 100% de sa faute, tu vois. Et j'ai vu sa souffrance. Et sauf que quand je vois la souffrance de mes clients, j'ai cette phrase derrière, c'est à la hauteur de ta souffrance, il y a un cadeau du même niveau une fois que tu auras traversé ta douleur. Et en fait, cette croyance, elle est juste extraordinaire parce que ça m'est arrivé d'accompagner des gens qui ont vécu des très gros traumatismes, tu vois, des viols ou des trucs comme ça. Et à chaque fois, cette croyance, parce que j'ai traversé ce que j'ai traversé, elle me permet en fait d'avoir une foi inébranlable sur le fait que la personne, elle va avoir des trucs géniaux derrière. Et c'est ce qui se passe à chaque fois. Et ça, c'est extraordinaire. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Je pourrais pas faire mieux. Tu m'as trop mis la pression. T'as tout résumé et ouais, bravo à toi. Franchement, ouais, tes enfants, ils ont plein de choses à apprendre de toi. Je pense qu'ils vont bien rouler dans la vie. Bon, je pense qu'on a tous à apprendre. Incroyable. Bah, merci. Ok, Jérémy. Bon, bah là, on approche à la fin du podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te contacter ou si on veut réécouter tes histoires ou même travailler avec toi? Le plus simple pour me retrouver et me contacter, c'est finalement LinkedIn, Jérémy Coinon. C'est là que je suis le plus actif. C'est là que je réponds à mes messages privés ou aux demandes de connexion. En général, je réponds assez rapidement. Et voilà, c'est là-bas qu'on peut me retrouver. Parfait. On mettra le lien dans la description du podcast. Eh bien, écoute, Jérémy, c'était super riche. Tu m'as beaucoup perturbé. J'espère dans le bon sens. Ouais. On se retrouvera, on en rediscutera autour d'une bière, je pense, un jour. Avec grand plaisir. Allez, Jérémy, je te remercie. Ciao. Ciao. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça m'aiderait énormément pour la diffusion du podcast. Je vous remercie pour votre temps et à bientôt.